et vous avez à ce moment-là cette ligne qui varie entre le sommeil et l'éveil dans cette partie-là. Si vous avez un tracé, donc vous avez un signal qui descend en dessous de 5, ça devient pathologique. S'il dépasse 10, ça devient également pathologique, mais c'est surtout en dessous de 5. Plus le signal baisse et plus ça devient pathologique, ça veut dire que vous avez un œdème cérébral. Et quand vous avez un signal qui commence à être extrêmement bas, inférieur à 5, qui n'arrive pas à 10, là vous avez un énorme œdème cérébral avec ce qu'on appelle un tracé continu de bas voltage. Vous pouvez avoir un tracé complètement plat, inférieur à 5 et qui ne bouge pas du tout. Alors comment on fait le diagnostic de convulsion dans ce cas-là? C'est très simple, vous avez une ascension de la limite inférieure, celle qui est normalement attendue à 5, elle va augmenter, elle va dépasser les 10, donc là c'est une convulsion. Vous pouvez la regarder également sur un tracé qui est déroulé de manière standard. Donc là c'est assez typique, vous avez à ce moment-là un tracé qui est quasiment normal ici, ou presque, en tous les cas c'est... Bon, ça dépasse un peu les 5, mais là, ça augmente de manière significative. Là, la même chose, vous avez des convulsions avec beaucoup de pics qui dépassent les 5, qui n'arrivent pas et qui ne reviennent pas à 5. Ça veut dire que vous avez des convulsions répétées. Et là, vous avez quasiment un état de mal convulsif avec beaucoup de tracés qui dépassent les 5 et qui dépassent parfois les 10, ça veut dire qui arrivent jusqu'à 25 à peu près. Donc, l'électroencéphalogramme d'amplitude est un élément de surveillance capital qui permet d'orienter à ce moment-là la recherche de convulsions, et puis quand on est dans les normes, ça rassure. L'imagerie, c'est l'IRM. L'IRM, alors, quand est-ce qu'il faut la faire? Nous, on l'a fait à J10. Actuellement, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le moment pour la faire, il faut la faire à distance de l'œdème cérébral, parce que dans une asphyxie, vous avez à la fois l'œdème cytotoxique, mais vous avez également l'œdème vasogénique. Tant que vous êtes en phase d'œdème cérébral, c'est extrêmement compliqué de pouvoir l'interpréter. Donc, l'IRM, il y a 2 stades. Il y a le stade précoce pendant les 6 ou 7 premiers jours de vie. Ce qui compte le plus ici, c'est ce qu'on appelle les capsules internes, les anomalies des capsules internes. Vous voyez, la valeur prédictive positive est de 100%, la valeur prédictive négative est de 80%. Parce qu'en fait, dans une asphyxie, ce qui est touché en premier lieu, c'est la myélinisation. C'est la myéline qui est la plus touchée. C'est après que le cortex est touché. Donc, quand vous avez une anomalie de la myéline, normalement, les capsules internes, les bras des capsules internes sont en hypersignal en T1, et quand vous les voyez plus, ou vous les voyez de façon hypodense, ça veut dire qu'elles sont atteintes. Là, c'est très précoce. À un stade plus tardif, bien sûr, à 15 jours de vie, où là vous avez une nécrose des noyaux gris centraux évidente, et vous avez ce qu'on appelle une encéphalomalacie, ça veut dire une nécrose corticale diffuse. Là c'est beaucoup plus simple. Mais à un stade précoce, ce sont essentiellement la myéline qui est touchée. Ça veut dire les bras des capsules internes, plus les noyaux gris centraux, plus la substance blanche. C'est là où on va dire il y a des anomalies ou il n'y a pas d'anomalies. Il ne faut pas regarder le cortex à un stade précoce. Stade tardif, c'est le cortex avec une atrophie corticale et l'encéphalomalacie. Alors, on arrive au traitement. Le traitement, il y a 2 types de mesures. Il y a les mesures générales qui s'appliquent à toute asphyxie. Ça veut dire qu'il faut réduire le métabolisme énergétique, parce qu'il y a un déficit énergétique. Même si on a fait reperfuser l'enfant, qu'on a essayé de le faire circuler, il va y avoir une dette énergétique et une dette calorique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une petite sédation quand même, il faut éviter les bruits, et il faut surtout garder un enfant en métabolisme quasi normal. Ça veut dire une glycémie normale, une natrémie normale, une phosphorémie normale, une calcémie normale. Et ça, ils sont toujours perturbés. D'autant plus que l'enfant va se mettre en rétention hydrique, il va plus pisser ou presque, il va prendre 200 grammes. Mais il faut veiller à ce que le calcium soit normal, le phosphore normal, et ainsi de suite, parce que toute anomalie supplémentaire va aggraver les lésions neuronales. Il faut bien sûr le mettre en restriction hydrique et envisager des traitements spécifiques. Quels sont les traitements spécifiques? Il faut, à ce moment-là, jouer sur quoi? Il faut naturellement, parce que là c'est trop tard, on ne peut pas jouer si... Peut-être que l'allopérinol, on va en parler tout à l'heure, qui est un chélateur de radicaux libres, ou le sulfate de magnésium qui est plus utilisé chez le prématuré. Il y a des études qui sortent chez le nouveau-né
de son utilisation chez le nouveau-né comme étant un effet neuroprotecteur, mais il n'y a pas suffisamment de méta-analyse ni de recul. Donc l'objectif, c'est quoi? D'arrêter ce processus, c'est-à-dire commencer dès le début, arrêter l'œdème cytotoxique si on y arrive, mais surtout agir sur la limitation des radicaux libres qui continuent à être sécrétés, limitation des cellules, limiter le déficit, le phénomène d'apoptose, parce que le phénomène de nécrose, on arrive un peu tard, donc on a une espèce de fenêtre thérapeutique ici, on va pouvoir à ce moment-là limiter l'apoptose. En faisant quoi? Limiter la synthèse de NO induit, limiter la synthèse des radicaux libres, limiter le métabolisme anaérobie essentiellement des acides gras, parce que c'est lui qui va générer le plus de radicaux libres. Donc tous ces éléments-là, ils font quoi? Donc il faut un peu inhiber le métabolisme cellulaire. En faisant quoi? En utilisant un certain nombre de médicaments, en particulier l'hypothermie, le PO, on va voir un petit peu la mélatonine et le cannabis. Alors l'hypothermie, c'est elle qui est le plus utilisée et la plus étudiée surtout. L'indication chez le nouveau-né à terme ou proche du terme, avec les critères bien sûr d'asphyxie périnatale, c'est-à-dire une mauvaise adaptation à la naissance, plus un pH altéré, plus un base excès altéré, plus un acide lactique altéré, et donc tous les critères de l'asphyxie périnatale. Une fois qu'on a commencé, alors on commence l'hypothermie le plus tôt possible, donc normalement c'est avant H6, mais il ne faut pas attendre H6, ce n'est pas un train. Si on a des critères H2 ou H1, il faut commencer, parce que je vois dans le service en disant oui, on a encore le temps, on va encore regarder si. On ne regarde rien, on a des critères, on commence. H1, on a des critères, on commence à H1. Ok? Donc on met l'enfant à une température de 33,5 qui est la cible pendant une durée de 72 heures. Il y a bien sûr un certain nombre d'actions de cette hypothermie. Elle agit comme quoi? Elle agit comme une action, elle a une action à la fois anti-apoptotique, elle inhibe la cascade excitotoxique du glutamate, elle diminue l'œdème cytotoxique et elle a un effet anti-radicaux libres. Vous allez me dire, c'est l'idéal, c'est magnifique. Oui, sauf que les méta-analyses, elles montrent quoi? Elles montrent que, d'abord, il fut un temps où on disait qu'il y a probablement un résultat différent en fonction des moyens. Il faut savoir qu'il existe 3 types de moyens. Ce qu'on appelle le casque refroidi, ce qu'on appelle également l'hypothermie corporelle totale sur un gilet ou des espèces de matelas refroidis sur lesquels on met les enfants, c'est tout, donc sans avoir un gilet entier. Et en fait, il y a cette méta-analyse de 2021 qui montre quoi? Qui montre que si on utilise le casque ou qu'on utilise le gilet avec une hypothermie corporelle totale, ou qu'on utilise des packs qu'on met autour de l'enfant, enfin des packs en gel refroidi qu'on met autour de l'enfant, le résultat est le même. Vous voyez, on arrive pratiquement à la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une protection d'environ 25 à 30%, pas plus. 25 à 30%. Ça veut dire que l'hypothermie, ça marche mieux sur les formes intermédiaires, beaucoup moins sur les formes sévères, mais ça reste quand même assez décevant vu la lourdeur du traitement. C'est 72 heures d'hypothermie, c'est une surveillance extrêmement accrue. La même chose quand on regarde par exemple sur cette méta-analyse, on voit, vous voyez, ça c'est l'efficacité, on est entre 0,6 et 0,4 entre 0,6 et 0,7 de RR, de risque relatif. Ça veut dire qu'on diminue de 30%, maximum 35%, on a 30 à 35% de bénéfices. Est-ce qu'on a des effets secondaires? Bien sûr qu'on a des effets secondaires. Il y a des enfants qui se mettent en bradicardie avec des fréquences cardiaques inférieures à 70. Vous avez l'hypoventilation, l'hypertension artérielle pulmonaire, thrombopénie, et ainsi de suite. D'accord? Dans ce cas-là, il va falloir bien sûr revoir la température cible à 34 ou 33,5, en particulier si vous avez des signes d'HTAP qui commencent à menacer l'enfant. Alors, bien sûr, tout à l'heure, il y avait une question concernant la combinaison des facteurs, des marqueurs de l'inflammation. Là, est-ce qu'il y a une possibilité de combinaison thérapeutique? On peut combiner plusieurs thérapeutiques. Par exemple, on peut agir en anténatal en utilisant l'allopérinol chez la mère
Il faut savoir que les doses qui ont été utilisées dans les études animales étaient beaucoup plus toxiques, étaient très très élevées, ce qui fait que ce sont des doses qui deviennent un peu toxiques à l'échelle humaine. La même chose pour le sulfate de magnésium, dont on n'a pas encore la certitude que ça marche chez le nouveau-né à terme, alors que chez le prématuré, ça marche très bien. Et puis il y a d'autres médicaments qui ont été associés à l'hypothermie, en particulier l'érythropoïétine. Alors l'érythropoïétine, c'est quoi? C'est une cytokine qui a des actions multiples au niveau de l'endothélium, des cellules gliales, et elle a un effet neuroprotecteur, antioxydant et anti-inflammatoire. C'est ce qu'on cherche, exactement. Sauf que, qu'est-ce qu'on a? On a des études qui sont faites chez l'animal, qui sont extrêmement prometteuses, avec des doses, bien sûr, qui sont très élevées. Ce ne sont pas des doses thérapeutiques humaines. Chez le nouveau-né, il y a quelques études de phase 2 qui montrent quoi? Qui montrent que ça marche un peu, pas beaucoup. Le bénéfice attendu n'est pas aussi important que ça. Il y a 2 études de phase 3, dont une qui est faite à Port-Royal, qui ne sont pas encore publiées, donc on ne sait pas ce que ça donne en phase 3. Phase 3, c'est tolérance, enfin c'est efficacité à long terme. Voilà, donc l'OPO, donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de significatif. Quand on regarde le petit p, il n'y a rien de significatif dans ce qui a été fait. Autre élément, tout que je passe sur, parce qu'il me reste 1 minute, même pas, c'est sur la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du sommeil, qui est sécrétée au niveau de la glande pinéale chez la mère. Elle a un passage transplacentaire et elle a des actions antioxydantes, actions neuroprotectrices, et elle traverse la barrière ménagère de façon assez aisée, contrairement à d'autres hormones de poids moléculaire plus élevé qui ne passent pas. Une seule méta-analyse qui montre quoi? D'abord sur 5 études, des études extrêmement courtes, qui montrent quoi? Qui montrent un effet neuroprotecteur probable. Enfin, probable, non, pas l'effet neuroprotecteur. Elle montre que la mortalité a baissé de 15 à 25%. Mais on n'a pas de devenir à long terme. Il y a une seule étude subjective qui est faite sur le devenir à 6 mois et à 18 mois qui dit quoi? Qu'il y aurait probablement un effet protecteur à 6 mois et à 18 mois. Donc il n'y a pas suffisamment de recul sur l'effet neuroprotecteur de la mélatonine. Le cannabis, il y a des études animales qui sont très prometteuses. Il n'y a aucune étude humaine actuellement. Donc on sait que les cannabinoïdes ont un effet à la fois neuroprotecteur, antioxydant, anti-inflammatoire sur l'animal, les études qui sont faites chez l'animal. En clinique humaine, chez le nouveau-né, nous n'avons pas de résultats. Pour conclure, en restant dans les temps ou presque, donc on est dans un contexte où la mortalité reste élevée. Donc on est entre 10 et 50% en fonction, bien sûr, de la forme. Est-ce que c'est une forme modérée ou sévère? Les séquelles neurodéveloppementales, malheureusement, elles restent presque un quart des enfants gardent des séquelles développementales. Les traitements, jusqu'à présent, on était très contents d'avoir quelques traitements, mais en général, il reste quand même assez décevant par rapport à tous les progrès qui ont été faits dans les autres domaines. Probablement, l'avenir, ça sera la combinaison de plusieurs traitements, à la fois en anténatal avec l'allopyrinol ou autres molécules, et puis les autres molécules postnatales. Je vous remercie de votre attention.